Bienvenue pour cette exploration des chiffres semestriels 2025 de Puig Brands. La source aujourd'hui, le rapport financier consolidé intermédiaire au 30 juin 2025. Un document, bon, parfois un peu aride, c'est vrai, mais crucial pour décrypter la performance de ce géant plutôt discret de la beauté premium, propriétaire de noms comme Carolina Herrera, Rabanne, Charlotte Tilbury ou Jean-Paul Gaultier, et qui a fait son entrée en bourse l'an dernier. Notre mission, aller au-delà des chiffres bruts, essayer de saisir les dynamiques clés. Alors, plongeons dans cette analyse. Effectivement. Et ce premier semestre 2025, il est intéressant parce qu'il intervient dans un marché de la beauté qui globalement ralentit un peu. Et il faut ajouter à ça un contexte économique mondial toujours marqué par pas mal d'incertitudes, tensions géopolitiques, la volatilité des monnaies, et puis la confiance des consommateurs qui vacille un peu, particulièrement en Europe. C'est dans ce décor que Puig a dû naviguer. D'accord. Alors commençons par le chiffre d'affaires net. On est à près de 2,3 milliards d'euros. C'est en hausse de 5,9% par rapport à la même période en 2024. Bon, à première vue, ça paraît solide, mais comment interpréter ça? C'est là, oui, qu'il faut regarder d'un peu plus près. Le chiffre vraiment clé, c'est la croissance à périmètre et taux de change constant, ce qu'on appelle la croissance organique ou like for like, LFL. Et là, elle atteint plus 7,6%. C'est ce chiffre qui mesure vraiment la performance, disons, intrinsèque de l'activité, sans les effets externes comme les acquisitions ou les fluctuations de devises. Et ce plus 7,6%, comment ça se compare par rapport au marché? C'est ça qui est important, non? Tout à fait. C'est la bonne question. Et c'est là que ça devient significatif. Cette performance organique, elle est supérieure à la croissance moyenne du marché mondial de la beauté premium sur la même période. Ah oui, d'accord. Donc c'est un signe assez clair que les marques Puig, elles gagnent des parts de marché, ou en tout cas elles résistent mieux que la moyenne. Donc le message sous-jacent est plutôt positif, malgré ce ralentissement ambiant dont on parle. Mais alors pourquoi la croissance publiée n'est que de 5,9%? C'est quand même un écart. L'explication, elle est assez simple en fait. C'est l'impact négatif des taux de change. Ils ont imputé la croissance publiée de 1,7 point de pourcentage. Pas rien. Ah oui, C'est principalement dû à la faiblesse du dollar américain et aussi de certaines devises émergentes face à l'euro, surtout au deuxième trimestre. En clair, la performance commerciale sur le terrain, elle est meilleure que ce que le chiffre d'affaires publié laisse paraître à première vue. compris. Une dynamique interne robuste, mais qui est freinée par des vents monétaires contraires. Ok. Et qu'en est-il de la rentabilité? Est-ce que cette croissance, elle se fait au détriment des marges? Alors, regardons la marge brute. Elle reste remarquablement stable à 75,8%. C'est un niveau très élevé. Ça témoigne du fort pricing power, le pouvoir de prix des marques, et du positionnement premium que Puig assume pleinement. Maintenir ce niveau dans le contexte actuel d'inflation, de pression promotionnelle, c'est déjà une performance en soi, il faut le dire. Oui, c'est vrai. Et la marge opérationnelle? Le bénéfice opérationnel, lui, progresse de 6,2% à 332 millions d'euros et la marge reste stable à 14,5%. Pourtant, j'ai vu, en creusant un peu, que les dépenses publicitaires et promotionnelles, les fameuses ANP, elles ont grimpé de près de 11%. C'est énorme. Comment la marge opérationnelle a-t-elle pu rester stable avec une telle flambée des coûts marketing? C'est un point d'analyse intéressant, oui. Cet investissement marketing accru, faut voir que ça représente 1,4 point de chiffre d'affaires de plus qu'au premier semestre 2024. C'est clairement un choix stratégique pour soutenir les marques, leur désirabilité. Donc, pour maintenir la marge opérationnelle, puis il a dû compenser ailleurs. Il n'y a pas de miracle. Où ça? Sur les frais généraux, ce genre de choses? Exactement. Le rapport montre une bonne maîtrise des frais de distribution et aussi des frais généraux et administratifs. Leur poids relatif par rapport au chiffre d'affaires a lui diminué. C'est un arbitrage assez classique finalement, hein. On investit massivement dans les marques, dans leur image, tout en étant très très discipliné sur les autres lignes de coûts. C'est un exercice d'équilibriste, quoi. D'accord, un pilotage serré des dépenses. Parlons maintenant du bénéfice net, celui qui revient aux actionnaires. Là, le chiffre publié est assez spectaculaire, hein. 275 millions d'euros, soit plus 78,8%. On pourrait croire à une envolée incroyable de la rentabilité finale. Attention, attention. Ici, l'effet de comparaison est énorme et un peu trompeur. Il faut absolument remettre ce chiffre en perspective. Le premier semestre 2024 avait été plombé par des charges exceptionnelles massives. On parle de l'ordre de 135 millions d'euros.
Ah oui, quand même. Oui, et la grande majorité, environ 120 millions, c'était lié au coût de l'introduction en bourse, l'IPO, et aussi à des plans d'intéressement juste avant l'IPO. Bon, ces coûts-là, ils n'existent plus en 2025, évidemment. D'accord, d'accord. Donc la concomaison directe n'a pas grand sens en fait. Pour avoir une vision plus fidèle de la performance récurrente, quel indicateur faut-il privilégier alors? On utilise ce qu'on appelle le bénéfice net ajusté. Il neutralise justement ces éléments exceptionnels et aussi d'autres ajustements comme l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions ou la variation de valeur des compléments de prix, les fameux earn-outs. Et ce bénéfice net ajusté, il s'élève à 247 millions d'euros pour le semestre. Et là, du coup, la progression est beaucoup plus modeste. Oui, tout à fait. Une hausse de 4,0% par rapport au premier semestre 2024. C'est cette croissance-là qu'il faut retenir comme étant la plus représentative de la performance opérationnelle courante. D'ailleurs, la marge nette ajustée s'établit à 10,8%. C'est un très léger recul par rapport aux 11,0% de l'an dernier sur la même période. Donc, oui, une rentabilité nette sous-jacente solide, mais pas en forte progression. Voilà, c'est beaucoup plus nuancé. Et le EBITDA ajusté, un indicateur souvent regardé par les analystes, il confirme cette vision? Tout à fait. L'EBITDA ajusté qui mesure la performance opérationnelle avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, et toujours hors éléments exceptionnels, il atteint 445 millions d'euros. Ça, c'est une hausse de 8,6% sur un an. Et la marge d'EBITDA ajustée, elle, progresse légèrement, passant de 18,9% à 19,4%. Donc oui, ça confirme la bonne tenue de la rentabilité opérationnelle intrinsèque, une fois qu'on a retiré tous les bruits exceptionnels. Parfait. Le tableau d'ensemble est posé, c'est plus clair. Maintenant, allons voir ce qui se passe au cœur des métiers de Puig. Parfum et mode, maquillage et soins. Où se situe la locomotive de la croissance? Bon, sans grande surprise, le segment historique parfum et mode reste le pilier principal. Il génère 1,7 milliard d'euros de revenus, c'est quasiment 75% du total. Sa croissance publiée est de plus 6,5%, mais sa vraie dynamique, la croissance organique LFL, elle est de plus 8,6%. C'est très robuste. Qu'est-ce qui tire ce segment? Plutôt les grandes marques bien établies ou les pépites un peu plus confidentielles, les marques de niche? Un peu les deux en fait. Les marques prestige établies comme Rabanne ou Carolina Herrera continuent de bien performer. Mais la croissance est aussi tirée de manière significativement par le portefeuille de marques niche. Et là, Byredo notamment affiche une croissance à 2 chiffres qui est vraiment très impressionnante. Mais cette croissance a un coût. J'ai cru voir que la rentabilité de ce segment semble légèrement s'effriter. Oui, c'est exact. La marge opérationnelle de parfums et modes est passée de 18,6% à 17,8%. Ce léger tassement, il pourrait refléter les investissements marketing importants dont on parlait tout à l'heure, ou peut-être un mix produit temporairement un peu moins favorable. C'est à surveiller. Vraiment transformante. Comment se porte ce pôle maintenant? Alors là, c'est un peu une histoire en deux temps. Globalement, le segment maquillage affiche 339 millions d'euros de revenus. La croissance est plus limitée, plus 1,4% en publié, plus 2,0% en organique LFL. Mais attention, ce chiffre masque une dynamique interne assez marquée. Un premier trimestre plutôt faible, suivi d'une nette accélération au deuxième trimestre. Et qu'est-ce qui a déclenché cette accélération? C'est Charlotte Tilbury qui a appuyé sur le champignon? C'est exactement ça. La marque Charlotte Tilbury a vraiment été le moteur de cette reprise au T2. C'est grâce à des lancements de produits réussis, on pense notamment aux innovations pour le teint, pour les lèvres, et puis à la poursuite de son expansion géographique et dans de nouveaux points de vente. C'est un signe que la marque conserve son attractivité, son buzz. Et sur le plan de la rentabilité, le maquillage, c'est souvent moins rentable que le parfum, non? Oui, traditionnellement. Mais là, il y a une amélioration notable. La marge opérationnelle du segment maquillage est passée de quasiment 0 au premier semestre 2024 à 3% cette année. Ah oui, c'est mieux. Bon, c'est encore modeste si on compare au parfum, mais c'est un redressement significatif. Ça montre que l'intégration et le développement de Charlotte Tilbury commencent vraiment à porter leurs fruits sur le plan de la profitabilité aussi. Le troisième pilier, le soin, le skincare, quelle est sa contribution? Le segment soins est dynamique. Il atteint 276 millions d'euros de revenus, avec une croissance solide de plus 8,1% en publié et plus 8,6% en organique FFL. C'est quasiment le même rythme de croissance organique que les parfums et modes. Donc c'est très bien. Et qui tire cette croissance dans le soin? Principalement les marques dermocosmétiques du groupe. Uriage en particulier enregistre une croissance à 2 chiffres. C'est fort. Mais Charlotte Tilbury contribue aussi à ce segment, avec sa gamme de soins qui continue de se développer tranquillement. On voit bien ici la pertinence d'avoir des marques transversales.
Uriage, Apivita, et puis l'acquisition plus récente de Dr Barbara Sturm. On sent que Puig mise de plus en plus sur ce segment dermocosmétique et soins premium. C'est clair. Et la rentabilité suit. La marge opérationnelle du segment soins progresse légèrement. Elle atteint 7,5% contre 7,2% l'an dernier. Ça montre bien la complémentarité du portefeuille. Des moteurs de croissance diversifiés, parfums, maquillage, soins, avec des profils de rentabilité différents qui, ensemble, assurent la résilience globale du groupe. Très bien. Maintenant, élargissons un peu la perspective. Comment cette croissance se répartit-elle géographiquement? Alors, l'EMEA, Europe, Moyen-Orient, Afrique, ça demeure la région la plus importante en chiffre d'affaires avec 1,2 milliard d'euros. Par contre, la croissance y est plus mesurée. Plus 3,9% en publié et plus 3,6% en organique, LFL. C'est moins dynamique que le reste. Et les disparités au sein de l'Europe, j'imagine? Oui, très nettement. Le rapport indique que l'Europe du Sud se porte plutôt bien, alors que d'autres marchés, comme la France par exemple, sont plus mous. Ça reflète sans doute une consommation un peu plus prudente dans certains pays. Et c'est d'ailleurs dans cette région EMEA que le segment soins montre une vigueur particulière. D'accord, traversons l'Atlantique. Les Amériques, on a vu que le dollar faible pénalisait les chiffres publiés. Ah oui, et c'est là que l'analyse LFL est absolument cruciale. La zone Amérique génère 867 millions d'euros, soit plus 6,5% en publié. Ça paraît correct sans plus. Mais la croissance organique LFL, elle, explose à plus 10,9%. Ah oui, carrément! C'est la zone la plus dynamique en termes de croissance intrinsèque. L'Amérique du Nord, comme l'Amérique latine, tire cette performance, principalement grâce au succès des parfums. Donc le message ici, c'est que la demande pour les marques Puig est en fait très forte dans les Amériques, bien plus que ce que le chiffre publié, plus 6,5%, ne le suggère. Exactement. L'impact négatif des taux de change, le dollar US, mais aussi le réal brésilien, le peso mexicain, masque une partie significative de cette excellente performance commerciale. Sans cet effet de devise, la croissance des Amériques serait à 2 chiffres, clairement. Impressionnant. Et l'Asie-Pacifique, souvent vue comme un moteur de croissance clé pour le luxe et la beauté. C'est la plus petite région pour Puig pour l'instant, 234 millions d'euros, mais elle confirme tout son potentiel. C'est la région qui affiche la plus forte croissance. Plus 14,7% en publié et un spectaculaire plus 16,5% en organique LFL. Incroyable! Quel pays porte cette dynamique en Asie? Des marchés comme la Corée du Sud et le Japon sont mentionnés comme étant particulièrement performants. Et de plus, les efforts marketing spécifiques pour Charlotte Tilbury dans la région semblent vraiment payer et alimenter cette croissance rapide. C'est clairement une zone stratégique pour l'avenir de Puig. En résumé, sur la géographie, une croissance organique solide un peu partout, particulièrement vigoureuse dans les Amériques et en Asie. Mais une image globale un peu brouillée par les fluctuations monétaires. D'accord, passons maintenant au bilan. Que nous apprend-il sur la structure financière de Puig? Alors, 2 éléments sautent aux yeux. Premièrement, le poids colossal des actifs incorporels. Plus de 4,6 milliards d'euros. C'est considérable. Ça représente plus de la moitié du total du bilan, qui est autour de 8 milliards d'euros. Et ces actifs incorporels, ce sont essentiellement les marques acquises, c'est ça? La valeur des marques? Principalement, oui. C'est la valeur comptable des marques comme Charlotte Tilbury, Byredo, Dr Barbara Sturm, etc. Et aussi le goodwill, c'est-à-dire la survaleur payée lors des acquisitions par rapport à la valeur nette comptable des actifs acquis. C'est la traduction directe, dans le bilan, de cette stratégie de croissance externe centrée sur les love brands. Une stratégie qui façonne donc très très lourdement la structure financière. Quel est le deuxième point marquant du bilan M? C'est la structure du capital. Malgré l'introduction en bourse en mai 2024, le contrôle familial via la holding Exea reste écrasant. On parle de 93% des droits de vote, grâce à des actions à droits de vote multiples. Ça garantit une vision à long terme. C'est typique des entreprises familiales. Une vision long terme, c'est bien, mais est-ce que ce contrôle très concentré ne peut pas aussi être un frein, peut-être, à l'agilité ou à certaines évolutions stratégiques? C'est une question qui se pose souvent. Qu'en est-il de la dette? Alors la dette nette, elle a augmenté sur le semestre. Elle est passée de 1,1 milliard d'euros fin 2024 à 1,4 milliard fin juin 2025. C'est une hausse de près de 300 millions d'euros. C'est un peu contre-intuitif parce que le rapport mentionne des remboursements de prêts, dont un remboursement anticipé de 100 millions. Comment on explique cette hausse de la dette nette si l'entreprise rembourse sa dette brute?
L'explication vient de l'autre côté de l'équation, la trésorerie. Le cash. La trésorerie et les équivalents de trésorerie ont littéralement fondu. Ils sont passés de 883 millions fin 2024 à seulement 283 millions fin juin 2025. C'est une chute de 600 millions d'euros en 6 mois. Ah oui, effectivement. C'est cette baisse de cash qui fait grimper la dette nette, qui est la dette brute moins le cash. Mais pourquoi cette fonte de la trésorerie? L'activité ne génère pas de cash? Sur ce semestre spécifiquement, le flux de trésorerie opérationnelle a été négatif de 46 millions d'euros. C'est assez inhabituel et c'est lié à 2 facteurs principaux. Premièrement, un impact très négatif de la variation du besoin en fonds de roulement, le BFR. Le BFR, c'est l'argent immobilisé dans les stocks et les créances clients, net des dettes fournisseurs, a consumé 351 millions d'euros de cash. C'est énorme. Donc une augmentation des stocks et des créances clients. Le rapport donne des détails là-dessus? Oui, il mentionne une hausse des stocks de 45 millions et des créances clients de 116 millions par rapport à fin 2024. C'est donc un point d'attention. Deuxièmement, il y a aussi un effet de saisonnalité important chez Puy. Le second semestre est traditionnellement beaucoup plus fort en termes de vente, à cause des fêtes de fin d'année, et donc de génération de trésorerie. Le premier semestre est souvent une période où on investit dans le BFR en prévision. Mais c'est vrai que l'ampleur de la consommation de cash ce semestre interpelle un peu. Et ce sera à suivre sur l'ensemble de l'année. D'accord, donc un point de vigilance clair sur la gestion du cash et du BFR. Est-ce qu'il y a d'autres éléments notables au passif du bilan? Oui, il faut mentionner les engagements liés aux acquisitions passées, notamment les options d'achat, call et de vente, put, qui ont été accordées aux anciens propriétaires ou fondateurs des marques acquises comme Tilbury, Sturm, Byredo. Ces engagements futurs potentiels représentent encore 907 millions d'euros à fin juin 2025. C'est pas neutre. C'est une sorte de paiement différé, conditionné à la performance ou au temps, qui est utilisé pour garder les fondateurs motivés et impliqués. C'est exactement l'idée. C'est une pratique assez courante dans la stratégie de Puig pour s'assurer de la continuité et de l'implication des talents clés après une acquisition. D'ailleurs, ces montants sont réévalués périodiquement, ce qui peut avoir un impact sur les comptes. La baisse de ce passif depuis fin 2024, il était supérieur à 1 milliard, et d'ailleurs lié à des ajustements de valorisation. Bien noté. Est-ce qu'il y a d'autres informations intéressantes, peut-être un peu moins visibles dans les notes annexes de ce rapport semestriel? Des pépites cachées? Pépite, je sais pas, mais les notes confirment bien la stratégie Love Brands et la vision long terme. On y trouve aussi mention de contrôles fiscaux en cours dans plusieurs pays, Espagne, États-Unis, France, Canada. Mais bon, sans provision pour risque jugé significatif à ce stade apparemment. Les partenariats importants via les participations minoritaires sont aussi rappelés, Isden, 50% dans la dermocosmétique, Granado, 35% dans la beauté brésilienne, Società Textil Lonia, 25% dans la mode. Et leur contribution positive au résultat est bien visible. Et on voit aussi que Puig gère activement ses risques financiers. Le change, les taux. Oui, tout à fait. L'utilisation d'instruments dérivés, des contrats à terme, des swaps pour couvrir les risques de change sur le dollar, la livre sterling, les devises émergentes, et les risques de taux d'intérêt sur sa dette variable est bien détaillé. C'est une gestion financière prudente et assez classique pour un groupe de cette envergure internationale. Et enfin, l'engagement ESG, environnemental, social, gouvernance, est mis en avant avec cet objectif net zéro 2050 et des notations externes comme EcoVadis. Bon, faisons une synthèse rapide pour conclure cette partie analyse. Ce premier semestre 2025 de Puig, ça révèle une entreprise qui parvient à générer une croissance organique solide, plus 7,6%, et qui fait mieux que son marché malgré un environnement plus difficile. Oui, ça c'est vraiment le point fort. Cette croissance est tirée par la désirabilité des marques parfums et soins, et puis par un segment maquillage qui reprend des couleurs, notamment grâce à Charlotte Tilbury. Et géographiquement, la dynamique intrinsèque est particulièrement forte dans les Amériques et en Asie-Pacifique. Mais cette belle performance est partiellement masquée par les effets de change négatifs qui pèsent sur les chiffres publiés. Et si la rentabilité ajustée se maintient bien, notamment grâce à une bonne maîtrise des coûts hors marketing, Eh bien, la génération de trésorerie a été un point faible sur ce semestre, avec une forte consommation de cash liée aux besoins en fonds de roulement. Ça, c'est clairement un défi à court terme. Et structurellement, la stratégie d'acquisition, même si elle est un moteur de croissance évident, elle imprime une marque très forte sur le bilan, avec ce poids élevé des actifs incorporels et les engagements futurs qui sont associés. alors, pour conclure et peut-être ouvrir la réflexion,
Puis-je, avec son contrôle familial très fort qui garantit une vision longue, mais aussi cette structure de bilan très marquée par les acquisitions passées, une sensibilité au cycle économique, aux devises, est-ce que l'entreprise a les reins assez solides et l'agilité nécessaire pour continuer sur cette lancée de croissance premium? Comment naviguer entre le besoin d'investir massivement dans ses marques stars, la gestion de son endettement, de sa trésorerie, tout en faisant face à une concurrence féroce des géants mondiaux de la beauté et un environnement économique qui reste incertain? C'est effectivement la grande question. Maintenir cette trajectoire, ça va exiger une exécution parfaite, une discipline financière continue et peut-être aussi de trouver de nouveaux relais de croissance organique forts pour ne pas dépendre uniquement des futures acquisitions. C'est un équilibre délicat. Approfondie des résultats semestriels 2025 de Puig Brands.